Sur la rivière Han, Taezan regardait le pont et réfléchissait. Il avait travaillé dur et s'était dévoué pour devenir un employé à temps plein, mais l'entreprise avait fait faillite. En regardant le fleuve qui coulait en dessous, Taezan envisageait de sauter dedans. Mais quelqu'un l'empêcha d'agir sur cette pensée. Curieux, il regarda par-dessus. De l'autre côté du bord du pont, un commerçant envisageait également de sauter. En bas, la police patrouillait et le conseillait vivement de ne pas faire quelque chose de stupide. Il disait que la vie est longue, et qu'on ne devrait pas penser au suicide pour une petite erreur. Le commerçant semblait prendre à cœur les conseils de la police, pleurant à haute voix sa vie misérable. Taezan, regardant ce drame de suicide raté, se rendit compte que les suicides étaient fréquents sur cette rivière. Il comprit que même s'il sautait, la vie continuerait pour les autres sans aucun impact. Découragé par la vie en ville, Taezan se demanda s'il devait retourner à la campagne pour élever des poissons et cultiver des légumes. S'arrêtant à un feu rouge, il vit un garçon absorbé par un jeu sur son téléphone. Taezan enviait la vie insouciante du garçon, concentré seulement sur la nourriture et les études sans se soucier de l'argent. Cependant, le garçon, absorbé par son jeu, traversa la route sans faire attention aux feux de circulation. Taezan trouva ce comportement des enfants modernes fascinant. Soudain, une voiture blanche roulant à toute vitesse se dirigeait droit vers le garçon. Taezan regarda le garçon, qui était toujours inconscient du danger, le visage enfoui dans son téléphone. La voiture ne ralentit pas et continua à avancer à toute allure. Le garçon continuait à marcher et à jouer, ignorant le danger. Réalisant la menace imminente, Taezan cria pour alerter le garçon et courut vers lui pour le pousser hors de portée. La voiture, ne montrant aucune intention de dévier ou de freiner, poursuivit sa course rapide. Il était trop tard pour que le garçon réagisse, alors Taezan risqua sa vie pour le pousser hors de portée. Avec un fracas, Taezan fut heurté et tué. Son corps fut projeté loin, avec des fragments du pare-brise de la voiture. Avant de mourir, Taezan réalisa qu'il n'avait rien fait de significatif pour ses parents. Il se demanda si ses parents recevraient une compensation s'il mourait dans un accident, entendant une voix le traiter de fou. Il fut tiré dans un espace indéfini, suspendu dans les airs devant une silhouette sombre entourée d'un halo. La figure était un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc, portant un grand collier de perles. Taezan, confus, demanda qui était l'homme et pourquoi il était suspendu dans les airs, se sentant complètement désorienté. Il supposa immédiatement qu'il s'agissait du faucheur. Le vieil homme nia cette pensée stupide, se révélant comme l'ancêtre de Taezan. Taezan fut choqué, se demandant pourquoi son ancêtre ressemblait à cela, se reprochant de manquer de respect à ses aînés. L'ancêtre était furieux, pensant que son descendant était bien élevé. Il avait envisagé d'envoyer Taezan au paradis, mais des rapports sur le mauvais comportement de Taezan et son manque de respect envers sa lignée lui parvinrent. Malgré le mauvais comportement de Taezan, l'ancêtre décida de lui donner une autre chance. Taezan, se bouchant les oreilles, n'osa pas tousser ou faire un bruit. Finalement, son ancêtre décida de lui donner une seconde chance à la vie. Mais il y avait une condition, Taezan devait vivre une vie déséquilibrée, ne se montrant pas comme un noble en pardonnant à ses ennemis. Quiconque avait l'intention de le harceler devait recevoir une leçon, car il n'y aurait pas de pardon pour personne. Taezan ne comprenait pas un mot de ce que son ancêtre disait, son visage exprimant un total étonnement. L'ancêtre menaça que si Taezan continuait à vivre une vie timide, il descendrait lui-même s'occuper de ce descendant malheureux et le forcerait à vivre et revivre cette vie pendant encore 5000 ans. Avant que Taezan ne puisse comprendre la situation, il fut jeté dans un abîme indéfini. Il tomba droit vers l'endroit où il venait d'être heurté par une voiture. Taezan hurla de protestation, se demandant pourquoi son ancêtre lui avait promis de le sauver. Son esprit retourna à son corps méconnaissable et immobile, gisant sur la rue. L'horloge tournait sans cesse. Une main se tendit pour éteindre le réveil agaçant. Cette main appartenait à un jeune adolescent. L'adolescent se réveilla, confus par son environnement. Un jour d'août 2020, Taezan, alors âgé de 32 ans, avait été heurté par une voiture et avait subi une grave blessure à la tête. Son ancêtre lui avait donné une chance de rajeunir. Il était de retour à sa jeunesse,
vivant la vie d'un adolescent misérable qui n'avait jamais connu l'amour. Taezan n'y croyait pas et se pinça la joue pour voir si c'était un rêve. Si ce n'était pas un rêve, alors les souvenirs comme la fête de la mi-automne de 2006, quand ses mains étaient encore fortes des luttes de la jeunesse, étaient réels. Il était émerveillé. Son corps se sentait exactement comme il se souvenait de ses souvenirs. Il calcula son âge, se rendant compte qu'il avait maintenant 18 ans, un âge où il n'avait pas à craindre quoi que ce soit. Il semblait que son ancêtre ne bluffait pas. Les souvenirs de ses 32 ans de vie revinrent progressivement. Les souvenirs d'amis, de ceux qui l'avaient maltraité, et de romances passées devinrent aussi vifs qu'un rêve. Maintenant de retour à cet âge, il devait encore aller à l'école. Il se rappela ses jours d'école, les moments passés dans les cybercafés à jouer à LOL avec ses amis en mangeant des nouilles instantanées, et à somnoler en classe, ce qui entraînait de mauvaises performances scolaires. Étonnamment, il pouvait encore se souvenir de tout clairement, même des réponses aux examens. Il était impossible que ce soit un rêve. Il se souvint d'un examen de droit qu'il avait passé, et de ses efforts passés pour étudier pour les certifications de conseiller financier, de bourse, et d'obligation pour obtenir un emploi. Il était bien versé dans la connaissance des actions nationales et internationales. Cette mémoire et cette connaissance étaient suffisantes. Taezan se souvint que son ancêtre lui avait promis un cadeau. Il regarda autour de la pièce pour le cadeau laissé par son ancêtre. Soudain, une lumière apparut derrière lui. La lumière était si vive qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux, un cadeau vraiment spécial de ses ancêtres. Une voix ordonna à Taezan de s'asseoir et de croiser les jambes. Quand il ouvrit les yeux, il vit un corbeau. Ou plutôt, un corbeau perché sur la tête d'un vieil homme. Le vieil homme dit qu'il allait transférer les 5 joyaux du Tai Chi à Taezan. Le problème était qu'il était toujours dans sa chambre mais qu'il avait été transporté devant un vieil homme frêle sur un rocher très haut. Le vieil homme se présenta comme le chef de l'institut médical Shin Xeon, nommé Shajio Shin. Taezan fut surpris par l'identité du vieil homme. Ne voulant pas perdre de temps, le vieil homme ordonna à Taezan de commencer immédiatement à cultiver le royaume Yuan, en le mettant en garde contre les ennuis qu'il aurait s'il était découvert. Taezan était toujours complètement confus. Il n'avait aucune idée de l'institut médical Shin Xeon, de ce que signifiait cultiver le royaume Yuan, ou de quoi que ce soit sur le dragon divin. Tout cela lui était complètement étranger. Shin loua la fermeté des muscles de Taezan et lui demanda comment il l'avait obtenu. Taezan fut surpris que ces muscles, développés seulement par des exercices occasionnels, soient complimentés par le vieil homme. Shin le mit aussi en garde contre le fait de regarder des films pornographiques tout le temps, car cela le ruinait. Shin conseilla à Taezan de ne pas continuer à manger des nouilles instantanées, car elles sont mauvaises pour le sang. Compréhensible, en tant qu'étudiant pauvre, Taezan ne pouvait se permettre que des nouilles instantanées. Shin lui dit alors de fermer les yeux et de commencer à s'entraîner immédiatement. Taezan se sentit impuissant. Il regarda autour de lui et pensa que cet endroit était trop dangereux pour pratiquer une sorte de cultivation. Il ne pouvait plus être patient avec ces absurdités. Savait-il seulement les 3 piliers fondamentaux de la cultivation, la vitesse, l'endurance, et la persévérance? Convaincu par la solidité de ses principes, Taezan s'assit et commença à méditer. Il pensait que c'était facile, ayant vu cela dans des films et des romans d'arts martiaux. Shin gronda Taezan pour avoir pratiqué des techniques incorrectes qui pouvaient nuire à ses os, se comportant comme un vieil homme râleur. La séance de transmission commença, et Shin s'assit étonnamment derrière Taezan. Taezan sentit le pouvoir du dragon divin être transféré des mains de Shin à son dos. Shin promit de transférer tous ses pouvoirs à Taezan. Une fois que Taezan aurait saisi le petit cycle céleste, il devrait découvrir la vérité par lui-même. Taezan ne comprenait toujours pas quoi faire. Shin ne pouvait que commencer la transmission. Un flux de lumière du Kui Gong émergea de la main de Shin. Taezan sentit une vague de force être transférée dans son corps. Shin accéléra le rythme du transfert de Kui Gong. Taezan ressentit une sensation de vague dans son dos et commença à éprouver de la douleur. Shin lui dit de l'endurer, car plus la douleur était grande, plus le pouvoir était grand.
Taezan endura silencieusement, se sentant sur le point de s'effondrer. Ses veines gonflèrent et hurlèrent de soulagement. Taezan cria, submergé par la force qui coulait en lui. Il s'évanouit, les yeux révulsés, et son corps s'effondra sous l'immense énergie du Qui-Gong. Taezan fut téléporté dans sa chambre, allongé sur un matelas trempé. Il se demanda si c'était le sentiment atroce dont les gens parlaient souvent. Il respirait lourdement, la sueur coulant sans arrêt. Son corps était couvert de veines rouges, expulsant toutes les toxines nocives. Le QI du vieil homme faisait brûler ses nerfs. Les vaisseaux sanguins de Taezan étaient gonflés comme s'ils allaient éclater, mais Jiwenge Shin ne s'arrêta pas, et les larmes et la morve coulaient continuellement alors que la douleur et le pouvoir augmentaient. Taezan cria assez, mais le vieil homme continua à transférer le pouvoir du matin au soir sans interruption. Le point du tai chi des 5 éléments était un art martial difficile à maîtriser, mais Taezan réussit à tout apprendre. Il confirma que le vieil homme ne mentait pas, il avait compris tout le point du tai chi des 5 joyaux. De plus, sans rien demander, le vieil homme laissa entendre qu'il était le premier disciple d'une faction d'arts martiaux. Il était un maître qui pouvait se battre pendant 4 jours et 3 nuits sans arrêt contre le chef de la faction Yuashan, le vainquant finalement et remportant une compétition organisée par l'empereur de Jade. Cela semblait impressionnant, non? Taezan regarda ses vêtements trempés de sueur. Taezan s'émerveilla de la grandeur du point du tai chi des 5 éléments. Il n'avait jamais autant transpiré de sa vie. Malgré le fait que le vieil homme lui transférait de l'énergie toute la journée, le temps à l'extérieur semblait inchangé. Ainsi, revenir de ce royaume secret n'était pas un problème. Taezan regarda son ordinateur puis le papier peint, sentant la pauvreté autour de lui. Le modem qui fournissait le Wi-Fi était toujours fonctionnel. Cependant, l'ordinateur n'avait que 6 gigaoctets de RAM, une carte graphique de 4 mégaoctets et un disque dur de 10 gigaoctets, rempli de logiciels piratés. Revenir dans le passé lui donnait l'impression d'entrer dans un musée. La chambre sentait terriblement mauvais, et il devait la nettoyer. À l'extérieur de sa chambre, quelqu'un l'appela pour venir manger. Taezan, descends pour le petit déjeuner, tu dois manger. Ces mots sont incroyablement familiers pour toi. Même si tu les as entendus toute ta vie, ils réchauffent toujours ton cœur. Ta mère est la seule à tes côtés quand tu échoues ou te sens mal. Elle te dit toujours de manger tous tes repas. Ne mange pas que de la restauration rapide. Taezan dit qu'il va d'abord se doucher. Sa mère le presse de se dépêcher avant que la nourriture ne refroidisse. Dans la salle de bain, en enlevant sa chemise, il se regarde dans le miroir et voit qu'il a grandi. Son corps se sent purifié. Sous la douche, Taezan se sent plus léger, sa peau plus lisse. Le temps est beau aujourd'hui. Marchant sur le vieux plancher en bois, Taezan se sent à l'aise. Il regarde le jardin, entretenu sans relâche par sa mère. Dehors, il y a le vieux tracteur de son père. Leur maison, transmise à travers 10 générations, est la raison pour laquelle il vit et grandit à la campagne. La voix de sa mère l'appelle par derrière, apportant de la nourriture. Taezan commente la beauté de la journée. Sa douce mère lui dit de se dépêcher ou la nourriture va refroidir. Il voit sa mère, qui a l'air faible d'avoir travaillé dans le jardin fruitier depuis le matin, mais elle est toujours la plus belle aux réunions de parents d'élèves de son école. Les larmes montent aux yeux de Taezan, et il se précipite pour embrasser sa mère. Elle est surprise par son geste, remarquant qu'il a grandi mais qu'il la serre encore comme ça. En pleurant, Taezan complimente la beauté de sa mère. Elle lui demande pourquoi il pleure. La mère de Taezan, diplômée de la prestigieuse université des beaux-arts de Hongji, fréquentée uniquement par les meilleurs artistes de Corée du Sud, a dit un jour qu'elle n'avait jamais vu à toucher de l'herbe avant le mariage, mais qu'elle est maintenant devenue fermière. Taezan complimente à nouveau sa beauté, et elle dit en plaisantant que seul son père est aveugle. En la serrant dans ses bras, Taezan lui dit de ne pas trop se fatiguer, notant qu'elle ne ressemble pas à une femme rurale typique. Elle le tapote, en disant, sans les agriculteurs, il n'y aurait rien à manger. Taezan félicite son père d'avoir eu la chance de l'épouser, plaisantant sur le fait qu'elle a peut-être trahi son pays dans une vie antérieure pour être avec lui. Sa mère rit, suggérant qu'elle était peut-être une princesse qui a trahi son pays dans une vie antérieure. Cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vu rire comme ça. En l'enlaçant,
Taezan lui promet de lui donner une vie heureuse à l'avenir. Sa mère lui dit en plaisantant de manger beaucoup s'il l'aime. Taezan s'excuse de l'avoir embrassée sans la permission de son père. Elle rit, en disant que son père sera jaloux. Puis, Taezan et sa mère s'assoient pour manger dans la brise fraîche de la campagne. Après avoir invité sa mère à manger, Taezan se sert un bol de riz, savourant une sensation qu'il n'aurait pas ressentie s'il n'avait pas été réincarné. Il n'oublie pas de louer la cuisine de sa mère comme la meilleure. Il lui suggère d'ouvrir un restaurant pour faire concurrence aux autres, affirmant que ce serait un succès. En l'entendant mentionner qu'il est éméché, sa mère soupçonne qu'il a bu en cachette. Taezan admet qu'il a grandi, donc boire est normal. Sa mère lui a tapé la tête et a dit que Taezan est comme son père. Il se souvient avoir été un grand buveur à l'université. Mais maintenant, rajeuni, il ne sait même pas à quoi ressemble l'alcool. Sa mère lui interdit sévèrement de toucher à l'alcool. Cependant, en regardant autour de la maison, il voit des souris partout, les objets ménagers sont usés, et les appareils électriques sont dépassés. Taezan se lamente de la pauvreté de leur maison. Voyant une souris près de la porte, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer comme ça. Il doit gagner de l'argent. Alors, Taezan propose de faire la vaisselle. Sa mère le taquine en disant que si une personne change soudainement de comportement, elle pourrait être proche de sa fin. Elle lui dit de la laisser faire et de ne pas s'en mêler. Taezan se souvient avoir fait la vaisselle pendant son service militaire. Sa mère lui demande quand il a servi dans l'armée, à quoi il se contente de sourire et d'essayer de changer de sujet. Elle lui demande s'il conspire avec son père pour la taquiner, mais il le nie immédiatement. À ce moment, il se rend compte qu'il a été un fils terrible, n'ayant jamais fait la vaisselle auparavant. Taezan jure de rendre sa mère heureuse. Elle remarque que les pères et les fils disent toujours ça. Comme sa mère n'est pas en bonne santé, elle ne travaille pas l'après-midi. Pendant qu'elle dort, Taezan profite de l'occasion pour nettoyer la maison, essuyer les sols, éliminer les odeurs de moisis et de mauvais. Il lave aussi les vêtements et les couvertures, nettoie toutes les fenêtres, et sort les poubelles. Il sait que son père emprunte actuellement de l'argent. Son père, un agriculteur de pommes, comprend l'importance des engrais et des pesticides. La nourriture biologique n'est pas très populaire en Corée du Sud, car peu de gens peuvent se permettre ces fruits, qui ont un goût fade. Taezan essaie une pomme et la recrache immédiatement, pensant que ces pommes sont de mauvaise qualité. Mais les dettes de son père sont élevées. Son père possède un verger de fruits et 2 rizières héritées de la grand-mère de Taezan il y a 3 ans. Taezan sait que dans quelques mois, tous ses biens seront vendus pour rembourser les dettes. Alors, sa famille sera ruinée, et les parents de son père ne viendront plus jamais les voir. Taezan a de la peine pour son père. Il veut trouver un moyen de garder le verger et les rizières. Le problème maintenant, c'est l'argent. Taezan se souvient des graphiques boursiers du passé. Bien qu'il ne les ait vus que quelques fois, il s'en souvient vivement. Il est surpris par sa propre mémoire et commence à se questionner sur la signification de son retour dans le passé. L'idée de voyager en 2006 lui semble folle. Dans ce pays, il se demande à quoi sert de posséder des actions, puisque le marché a déjà touché le fond. Qui prêterait de l'argent à un lycéen comme lui, et les emplois à temps partiel ne rapportent pas grand-chose. Avec cette situation, il ne peut pas gagner assez d'argent pour aider ses parents. En rentrant dans sa chambre, Taezan se rend compte que les choses ne vont pas bien. En regardant son ordinateur démodé, il comprend que les actions pourraient le rendre riche rapidement, mais sa situation actuelle ne le permet pas. Cette machine inutile ne lui permet que de taper du texte. En regardant des logiciels piratés, il remarque un site de romans en ligne. Le dieu de la richesse est arrivé, le dieu de la richesse est arrivé. Taezan décide d'écrire 2 œuvres, Guerrier magique et Épée de foudre. C'étaient les œuvres les plus chaudes en Corée du Sud à cette époque. La première série a été publiée en 2007 par Jian Heger, et en 2020, elle comptait 59 volumes. Ce nombre ne cessait d'augmenter, mais Taezan se souvenait de chaque détail du roman. Il tapait continuellement, sans se soucier de changer les titres, car il croyait à la règle du « premier arrivé, premier servi ».
L'histoire parle du personnage principal qui aide l'héroïne après que la mort de son père entraîne la chute de sa famille. Cela ressemble à un roman intéressant. Tout le contenu apparaît continuellement dans la tête de Taezan, clair comme le jour. Taezan se sent fier, pensant qu'il est un génie. Ainsi, un chef-d'œuvre est écrit par lui, avec quelques détails ajustés pour rendre le roman encore plus authentique. Il continue à taper, terminant rapidement l'œuvre entière. D'abord, il met l'œuvre dans la catégorie gratuite. Une fois que l'œuvre explose en popularité, elle lui rapportera beaucoup d'argent. Il télécharge les premiers chapitres du roman. En effet, il a volé un roman du futur, lui rappelant un dicton, « L'argent n'a pas Dieu, celui qui arrive le premier le possède ». Ces cris réveillent même sa mère. Dans la maison, un type paresseux mange des nouilles en louant le personnage principal de l'histoire de Taezan pour avoir du cran. Il se rend compte que c'est le meilleur roman qu'il ait jamais lu. Il est tellement enthousiaste qu'il ne cesse de souligner comment le personnage principal de l'histoire sait s'occuper de l'héroïne. Il lit 10 chapitres seul, pensant que s'il Taezan publie un livre, il l'achètera immédiatement. Il va ensuite en ligne pour le précommander et le recommander à tout le monde. L'histoire de Taezan explose sur Internet. Elle devient la série la plus téléchargée, en tête des classements avec seulement 10 chapitres publiés. À la maison d'édition, tout le monde passe en revue les commentaires des fans. Avec seulement 10 chapitres, le roman est déjà imprimé en grande quantité. Le rédacteur en chef est perplexe quant à l'impression de tant de livres avec seulement 10 chapitres. Un subordonné pense que c'est un roman intéressant avec une intrigue solide. Ce sera un best-seller. Certains pensent que l'auteur doit être célèbre, d'où la décision de changer le pseudonyme de l'auteur pour la nouvelle œuvre. L'éditeur dit que les romans fantastiques sont maintenant meilleurs que les romans de jeu. Ce « guerrier magique » a un grand potentiel. L'éditeur suggère d'acheter les droits de ce roman. Hier, elle l'a lu et a trouvé le personnage principal très captivant. Ils ont déjà contacté l'auteur, lui proposant des conditions. S'il est un nouveau venu, ils peuvent partager 8% des bénéfices sur 4000 exemplaires. Le rédacteur en chef pense que c'est trop, la négociation d'hier n'était que de 5% sur 5000 exemplaires. La première proposition semble meilleure, donc le rédacteur en chef lui ordonne de contacter l'auteur immédiatement. Dans une autre maison d'édition, un employé demande au rédacteur en chef s'il a lu le roman à la mode. Il pense que c'est très bien. L'employé trouve que le roman est bien écrit et a un grand potentiel. Le rédacteur en chef le voit comme très prometteur et décide de le publier. Il offre 10% sur 6000 exemplaires. L'employé craint que ce soit trop et que la maison d'édition ne soit pas d'accord, et s'il découvre le contrat avec eux, il y aura un tollé. Le rédacteur en chef dit avec confiance qu'il avait eu un pressentiment que le roman se vendrait au moins 10 000 exemplaires. Voyant son patron si confiant, l'employé affirme que même s'ils ne connaissent pas le bénéfice réel, c'est certainement un phénomène. Le rédacteur en chef lui ordonne de contacter l'auteur immédiatement. À 3 heures du matin, sur la montagne derrière la maison de Taezan, son corps peut maintenant endurer plus longtemps pendant la pratique du Qigong depuis son dernier épisode d'évanouissement. Sa respiration devient plus légère. Tout son corps est enveloppé par l'énergie du Qigong, émettant continuellement de la lumière. Il concentre son énergie interne. Son corps respire rythmiquement. Diverses postures d'arts martiaux apparaissent sans cesse dans l'esprit de Taezan. Il se déplace rapidement. Taezan bondit, donnant un coup de pied, déchirant l'air. Il respire rythmiquement. Debout sur le sommet de la montagne, il sent que sa puissance est à son apogée. Avec cela, il sera imbattable. Comme il ne pouvait pas pratiquer les arts martiaux à la maison, il fit temporairement une tente au sommet d'une montagne de 500 mètres de haut. Comme prévu, jusqu'à 5 maisons d'édition contactèrent Taezan. Cela complète l'étape 1. Maintenant, il les ignore simplement. La raison pour laquelle le roman de Taezan est devenu populaire en 2021 est qu'il est humoristique et irrésistible pour les lecteurs. De nombreux éditeurs veulent le rencontrer en personne. Mais, voyant de nombreux auteurs faire faillite, Taezan ne peut pas se précipiter. Il les laisse d'abord le connaître. En ligne, il y a eu de nombreux auteurs qui ont signé avec des agents d'édition et qui ont fini par avoir des résultats regrettables. Taezan doit être très prudent.
De plus, il a vu Nimésia, l'éditeur original de son roman. Comme le ciel avait l'air de pluie, Taezan voulait sortir sa mère. Il lui promit de la traiter à un repas somptueux, mais elle doutait qu'il ait l'argent. Voyant son fils heureux, elle accepta. Ils étaient en route pour rencontrer Nimésia Publishing pour discuter du contrat. Mais Taezan, encore mineur, était un peu inquiet car les mineurs n'ont pas le droit de conclure des accords sans tuteur. La loi implique le paiement et les pénalités, il avait donc besoin de sa mère comme représentante. Taezan aida sa mère à descendre du bus, lui disant de faire attention. Sa mère remarqua ses soins excessifs ces derniers temps. Taezan suggéra qu'il prenne d'abord un café. Quand sa mère lui demanda s'il avait déjà pris un café, il plaisanta sur le fait que le temps était trop chaud pour un americano glacé. Ils se dirigèrent vers un café. Debout devant, Taezan demanda à sa mère si elle lui faisait confiance. Elle le rassura, en disant « Bien sûr, mon fils ». En entrant, le rédacteur en chef, pris pour l'auteur, fut un peu déçu. Taezan nota leur ponctualité, un signe positif. Il demanda s'ils étaient de Benet Media. Ils furent surpris de voir que l'auteur était un étudiant. Taezan affirma avec confiance son statut d'auteur, à la stupéfaction de sa mère. L'éditeur et le PDG ne pouvaient pas croire que Taezan était l'auteur en raison de son jeune âge. Mais sa confiance et son ton arrogant étaient indéniables. Ils furent impressionnés par la vivacité et le comportement de Taezan. L'éditeur et son assistant l'invitèrent à s'asseoir. Surpris par sa jeunesse, ils lui demandèrent son âge. Il répondit qu'il était en seconde année de lycée, les laissant stupéfaits. Le PDG pensa que Taezan n'était pas un adolescent ordinaire, apparemment difficile à négocier. Sa mère leur demanda qui ils étaient, et à propos du pseudonyme Gojivé, laissant l'assistant surpris. L'éditeur était confus. Taezan remarqua leurs expressions contrôlées et décida de les taquiner davantage. Il leur demanda s'ils étaient réticents à signer avec un lycéen. Sa mère était perdue. L'éditeur et le PDG le nièrent, disant qu'ils allaient d'abord se présenter. Ils se présentèrent comme Choi Woo-kun et Wang Seogu. Taezan sourit. Il se présenta comme Jian Taezan. Il se tourna vers sa mère, l'encourageant à se présenter, mentionnant qu'ils étaient le PDG et le rédacteur en chef de Night Media Publishing. Elle fut étonnée d'entendre parler de la maison d'édition. Taezan dit à sa mère qu'il allait signer un contrat avec eux. Le PDG lui tendit sa carte de visite. Il se présenta à nouveau à la mère de Taezan, appelant Taezan écrivain Jian. Taezan fut amusé par ce surnom. Sa mère était toujours émerveillée, se demandant comment son fils était devenu écrivain. Taezan demanda à sa mère pourquoi il ne pouvait pas être écrivain. Sa mère critiqua son écriture, doutant qu'il puisse devenir écrivain. Elle lui dit de se concentrer sur ses études au lieu d'écrire. Le PDG et le rédacteur en chef approuvèrent ses propos. Taezan dit à sa mère qu'il avait posté un roman en ligne pendant les vacances et lui demanda la permission de signer un contrat avec l'éditeur. Elle fut choquée d'apprendre qu'il allait signer un contrat. Taezan se sentit impuissant car sa mère venait de lui promettre de lui faire confiance jusqu'à la mort, mais elle semblait ne pas le croire. Le PDG intervint dans leur conversation, disant que le roman de Taezan était très captivant. Il avait récemment gagné de nombreux fans. Il insista pour qu'elle croie en son fils. Le rédacteur en chef loua le roman de Taezan comme le meilleur qu'il ait jamais lu. Entendant que le roman parlait d'un guerrier magique, sa mère trouva cela raisonnable. Taezan lui demanda fièrement si elle était fière d'avoir un fils aussi talentueux. Elle le regarda, et il demanda à l'éditeur de leur offrir un verre. Ils furent surpris, et sa mère lui rappela de parler poliment. Ils demandèrent immédiatement ce que la mère et le fils voulaient boire. Il commanda joyeusement un café glacé et un bingsu. Le rédacteur en chef alla passer la commande. Taezan demanda au PDG s'il avait apporté le contrat. Le PDG lui dit de ne pas être impatient. Taezan dit qu'il était juste curieux. Le PDG posa le contrat sur la table et dit à Taezan de prendre son temps pour le lire. Taezan prit le contrat et le lut attentivement. Lorsqu'il arriva à la partie où l'éditeur conservait les droits d'auteur pendant 5 ans avec la possibilité de renouveler, Taezan trouva cela amusant. Il paraissait jeune maintenant, mais il était déjà versé dans les affaires juridiques.
Taezan demanda immédiatement au PDG de modifier cette clause et de la lui renvoyer. Le PDG balaya cela, disant que le droit d'auteur secondaire n'était pas une grosse affaire. D'autres auteurs signaient des contrats comme celui-ci. Taezan n'aimait pas cette clause, insistant sur le fait que l'éditeur ne pouvait qu'imprimer son œuvre. De plus, s'il voulait publier à l'étranger, il devait en discuter avec lui. Sa mère et le PDG furent tous deux surpris. Taezan a également exigé une avance de 200 millions. Le PDG et le rédacteur en chef ont été stupéfaits par ce montant. Sa mère a été surprise par sa détermination. Taezan a également demandé des frais de garantie et une redevance de 10% pour les 6000 premiers exemplaires. Si l'éditeur voulait vendre des droits, il devait l'informer et lui envoyer des redevances mensuelles sur le compte de Taezan. Le PDG transpirait, disant que Taezan était trop pressé. Le rédacteur en chef a dit qu'aucun éditeur n'avancerait une somme aussi énorme. Un lectorat élevé ne garantissait pas le succès à long terme. Taezan a remarqué qu'ils avaient apporté un ordinateur portable dans leur sac. Ils ont été surpris quand il a mentionné cela. Taezan leur a donné une option, s'ils n'aimaient pas ces conditions, ils pouvaient refuser. Taezan a présenté une clé USB. Le PDG et le rédacteur en chef ont été émerveillés. Taezan a expliqué que la clé USB contenait des brouillons. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle contienne des manuscrits. Taezan a dit qu'il y avait 5 brouillons de romans sur la clé USB. La mère de Taezan était tellement surprise qu'elle se demandait si elle rêvait. Rêver? Ce n'est que le début, a dit Taezan, je vous apporterai encore plus de surprises. Le PDG et le rédacteur en chef ont lu le roman que Taezan avait écrit sur leur ordinateur. Ils étaient très surpris. Taezan était nonchalant, disant que si c'était bon, il devrait juste le dire sans faire de telles expressions. L'œuvre était si bonne que le PDG a supplié Taezan de signer un contrat avec eux. Ils ont accepté de lui payer 20 millions immédiatement pour le publier. Taezan a intelligemment pensé que c'était une décision judicieuse. Le rédacteur en chef a sorti un nouveau contrat. Le PDG a immédiatement modifié le contrat selon les souhaits de Taezan. Sa mère attendait la décision de Taezan. Taezan leur a demandé de corriger correctement la déclaration d'impôt sur le revenu. Lors de la revente, ils devaient lui payer selon le contrat. Le PDG a assuré Taezan qu'ils étaient des professionnels éthiques. Taezan n'était pas sûr de pouvoir leur faire confiance, mais une fois l'argent sur son compte, il n'avait plus rien à craindre. Il était satisfait du sentiment d'être un écrivain sans perdre d'intelligence. La mère de Taezan, agissant en tant que représentante légale, a également dû signer le contrat. Après avoir signé, le PDG a immédiatement transféré 200 millions sur le compte de Taezan. Sa mère était tellement surprise que sa bouche s'est ouverte. Taezan se souvenait d'une époque où il avait failli mourir avec moins de 2 millions sur son compte. Maintenant, il prévoyait d'augmenter progressivement ses économies. Le PDG a serré la main de Taezan, reconnaissant d'avoir signé le contrat. Taezan a joyeusement noté que c'était bénéfique pour les deux parties. Taezan a dit à sa mère qu'il pouvait partir, mais le PDG et le rédacteur en chef les ont invités à dîner avec eux. Taezan a reporté cela à une autre fois, car sa mère n'était pas à l'aise pour dîner avec des inconnus, et il a mentionné avec désinvolture que l'argent n'était plus que des ordures pour lui maintenant. Dehors, il pleuvait encore. Devant le café, la mère de Taezan s'est inclinée devant le PDG et le rédacteur en chef, s'excusant pour toute impolitesse, ne comprenant pas ce qui se passait. Ils ont fait un signe de la main, disant que travailler avec Taezan était leur fortune. Le rédacteur en chef a demandé à Taezan combien de volumes il prévoyait d'écrire, suggérant peut-être une dizaine en fonction du contenu actuel. Taezan a répondu 60 volumes. Le PDG et le rédacteur en chef ont été choqués. Taezan se souvenait jusqu'au volume 59 et pensait que ce serait cruel pour les lecteurs de n'avoir que 20 volumes. Il se demandait si 60 volumes n'étaient pas trop nombreux. Taezan les a rassurés en leur disant de ne pas s'inquiéter, il y aurait 60 volumes. L'éditeur a dit qu'il verrait comment les choses se passent. Ils ont convenu de discuter à nouveau avec Taezan, disant que même s'il y avait 100 volumes, il serait heureux. En regardant le ciel, Taezan sentait qu'il avait beaucoup à faire ce jour-là. Sa mère lui demanda où ils allaient maintenant. Taezan dit qu'il passerait par la banque. Sa mère se demanda ce qu'il avait à y faire. Taezan répondit que c'était très important. Sa mère fut déconcertée par le soudain revirement de situation,
ne comprenant pas comment son fils était devenu écrivain et avait gagné 200 millions. Taezan dit qu'il commencerait à travailler demain après-midi. Il devait donc ouvrir un compte bancaire d'abord. Sa mère lui demanda s'il devait en discuter avec son père, notant qu'il était encore un enfant à charge. Avec ses 200 millions, Taezan pouvait rembourser la dette et les intérêts de son père en totalité, mais il ne voulait pas se précipiter pour utiliser cet argent. Taezan demanda à sa mère si elle croyait en lui. Elle dit, bien sûr, mais... Taezan lui dit d'attendre un mois, et ensuite il parlerait à son père lui-même. Cet argent n'était qu'un début, il deviendrait une poule aux œufs d'or pour sa famille. Sa mère répondit qu'elle croirait en lui. Le ciel s'était éclairci. Taezan dit qu'il offrirait des nouilles instantanées à sa mère. Sa mère lui rappela d'ajouter de la viande et de la sauce aigre-douce puisqu'il était riche maintenant. Le soleil venait de se lever. Taezan, sur la montagne derrière sa maison, continua à méditer. Il se rappela tout, avec tous les indices financiers qui apparaissaient dans son esprit. Cette préparation était suffisante, il était temps de se rendre à l'école. En regardant l'ordinateur et en lisant les chiffres, Taezan savait que le jeu était entre ses mains, il allait saigner les capitalistes. En regardant l'achat et la vente d'actions, Taezan trouva cela adorable, c'était maintenant son terrain de jeu. Il rit, disant que les capitalistes étaient condamnés. Le prix unitaire du marché était de 2250, avec des actions à faible capitalisation de 50 milliards. Cette situation se reproduirait encore quelques fois. Taezan devait agir immédiatement. En tant qu'ancien courtier en bourse, il était habile à cela. Quand 20 000 actions étaient achetées à un prix moyen de 2500, il serait ruiné. Dans une certaine entreprise, un employé appela d'urgence le chef de service car tout l'argent de la salle de marché avait été retiré. 20 000 actions avaient été vendues. Le chef de service demanda si quelqu'un avait remarqué la clôture du stock. L'employé se retourna, demandant quoi faire. Le chef, en sueur, dit qu'il ne pouvait qu'attendre une notification et diviser le travail pour l'instant. Il jura, se demandant qui était l'heureux élu, maintenant tout le monde devait faire attention à ne pas tout perdre. Le chef de service avait l'impression que cette personne était un fantôme, détenant tous les secrets, se demandant qui il était. En effet, un vénard. Il estima qu'après cette campagne, la personne gagnerait environ 100 millions, faisant saigner au moins 10 personnes à blanc. De retour à la maison, Taezan était ravi de l'afflux d'argent. En 3 jours, il avait fait 460 millions. Même s'il n'avait plus d'argent, il lui restait encore 260 millions. Taezan se demanda s'il devait continuer à jouer, il n'était pas encore satisfait. Kuosi trouvait que ce n'était pas assez, il ne faisait que commencer. Dans sa vie antérieure de courtier, il n'avait pas utilisé autant de ruses que cela. La semaine prochaine, il y aura une annonce sur le développement d'un nouveau médicament. Alors, le graphique des actions se stabiliserait. Il retirerait tout son capital. Dans les entreprises gagnantes en bourse, après tout, les profits ne s'envolaient pas. Taezan ne s'attendait pas à ce que ses connaissances et les valeurs boursières en flèche qu'il avait apprises en tant que courtier lui soient si utiles. À partir de maintenant, le marché boursier sera animé. Les ruses étaient déjà entre les mains de Taezan. Ce serait fou de ne pas les saisir. À l'extérieur de la librairie, tout le monde cherchait le nouveau roman de Taezan. Les gens discutaient de son intrigue et de ses personnages. Les gens qui passaient, entendant le nom du roman, devinrent curieux et passèrent des précommandes, craignant de rater quelque chose. Chez Taezan, sa famille était réunie pour le petit déjeuner. La mère de Taezan remarqua que son père semblait avoir quelque chose à dire. Son père continua à manger son riz en silence, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien de mal et qu'ils devaient continuer leur repas. Le cadet de Taezan, remarquant la pâleur de son père, suggéra avec inquiétude qu'il devrait faire un bilan de santé. Taezan sentit qu'il était temps de dire adieu à son destin misérable. Il claqua ses baguettes sur la table. Il loua la cuisine de sa mère comme le summum de la perfection, tandis que les autres le réprimandaient silencieusement pour son manque de subtilité. Taezan fit un clin d'œil à sa mère, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle comprit. Taezan allait remonter le moral de son père. Il demanda à la famille si elle avait du temps, suscitant la curiosité de ses frères et sœurs sur ce qu'il prévoyait de faire. La mère de Taezan lui demanda avec inquiétude s'il y avait un problème.
Taezan décida de régaler toute la famille à un repas somptueux. Ses jumeaux ne le crurent pas. Son père semblait hésitant, et Taezan savait ce qui inquiétait son père. Alors, il demanda à sa mère d'emmener son père avec elle, et elle accepta. Taezan dit à son père d'apporter sa carte d'identité, et à ses frères et sœurs d'apporter leur carte d'étudiant, mais la famille ne comprenait pas pourquoi ils devaient apporter ces documents. Taezan dit mystérieusement qu'il serait nécessaire. Ses frères et sœurs demandèrent s'il avait secrètement travaillé à temps partiel, à quoi Taezan répondit que les enfants ne devaient pas poser trop de questions. Taezan n'avait que 2 ans de plus qu'eux. Enfin, le moment était venu pour Taezan de révéler qu'il était écrivain, et la famille se rendit ensemble en ville. Ses frères et sœurs étaient extrêmement excités. Ils allèrent regarder des téléphones portables. C'était en 2006, et avoir un téléphone portable à cette époque était impressionnant. Les frères et sœurs de Taezan admirèrent chaque modèle, s'émerveillant de leur beauté. Entendant les noms de chaque type, Taezan sourit. Le père de Taezan dit qu'il n'en achèterait pas, qu'il devait passer à autre chose. Taezan dit à ses frères et sœurs de choisir ce qu'ils voulaient, qu'il s'en occuperait. Ses frères et sœurs demandèrent à nouveau pour confirmer, et Taezan acquiesça. Son père fut étonné par l'extravagance de Taezan. Son père ne voulait pas que ses jeunes enfants utilisent des objets aussi coûteux, même si Taezan avait de l'argent grâce aux droits d'auteur de son roman. Taezan voulait acheter des téléphones à clapet pour ses parents, qui étaient assez à la mode. Sa mère voulut en choisir un immédiatement, mais son père sembla vouloir l'en empêcher. Sa mère choisit plusieurs modèles, demandant à son père s'il les aimait, tandis que Taezan en choisit un noir et élégant. Il demanda à tout emporter à la caisse. Comme ses frères et sœurs étaient mineurs, il demanda à l'employé de mettre les achats au nom de ses parents. Le total s'élevait à 20 millions. Toute la famille fut choquée par les dépenses somptueuses de Taezan, et l'employé offrit même un service de précommande gratuit. Ensuite, Taezan emmena la famille déjeuner. Pendant ce temps, à la société boursière, les choses n'allaient pas bien. Le directeur de la société ne comprenait pas ce qui était arrivé au système de négociation ce matin. Tout l'argent des salles de marché avait été retiré, soit 1 milliard. Il se demandait qui avait pu leur jouer un tel tour, supposant que c'était un milliardaire. Le directeur ne sait pas quoi faire à part maudire la personne sans valeur et sans morale. Les employés demandent ce qu'il faut faire. Il est tellement en colère qu'il rassemble toutes ses actions pour la société. Soudain, Taezan s'arrête de marcher. Tout le monde à la maison lui demande ce qui ne va pas. Il veut emmener tout le monde dans un magasin, mais il s'avère que c'est une concession automobile. Le propriétaire, les voyant, les accueille chaleureusement. Taezan décide d'acheter une nouvelle voiture pour la sécurité de sa famille. Le point fort de ce concessionnaire automobile est une voiture blanche, la plus chère du lot, que Taezan avait remarqué auparavant. C'est le dernier modèle de SUV. Toute la famille transpire en la voyant. La mère admire simplement sa beauté, tandis que le père est pensif. Avec cette voiture, il serait plus facile pour les frères et sœurs de Taezan d'aller à l'école. Le père de Taezan se demande ce qui lui a pris aujourd'hui, et ses frères et sœurs sont excités à l'idée d'être conduits à l'école dans cette voiture. Cependant, le père hésite en raison des difficultés financières de la famille. Taezan dit à son père de ne pas s'inquiéter. Sa mère lui remet des économies que Taezan vient de lui donner. À l'intérieur, il y a 500 millions. Choqué, il se demande comment il a obtenu autant d'argent. Sa mère dit à son père que leur fils a grandi. Taezan demande à son père de lui faire confiance. Son père croit toujours en son fils. Taezan comprend les sentiments de son père. L'achat du téléphone suffit à couvrir les intérêts de ce mois-ci. Il ne veut plus que son père s'inquiète et décide d'écrire un nouveau chapitre pour la famille. Taezan demande au vendeur s'il y a une autre voiture en stock. Sinon, il prendra le modèle d'exposition. Il dit à ses frères et sœurs de monter, et ils partent faire du shopping. Taezan décide de devenir le pilier de la famille. Tout le monde est heureux. Ainsi, leur sortie se termine. Taezan enfile son uniforme, se demandant combien de temps il a passé depuis qu'il a obtenu son diplôme. Il attend le bus à la station, prêt à commencer sa vie de lycéen. Le bus et le paysage restent inchangés. Taezan trouve sa place habituelle et met ses écouteurs. Il prenait toujours le bus pour aller à l'école, en écoutant de la musique.
Aujourd'hui, la société Seojian va entrer en bourse. Même s'il va à l'école, les investissements de Taezan augmenteront automatiquement. Ses actifs sont maintenant supérieurs à 1 milliard. Taezan a mis en place un système de trading automatique. En général, les traders ne investissent pas dans des actions stables. Ils misent tout sur des actions qui montent en flèche et profitent des fluctuations. Ils se lancent dans cette activité risquée, que les manipulateurs experts exploitent. Taezan est l'un de ces joueurs. Pour eux, les graphiques ne signifient rien. Au final, ils vident les joueurs de bourse. Cependant, Taezan, armé de connaissances et d'informations futures, ne laissera passer aucune opportunité, peu importe la compétence de l'adversaire. Les élèves dans le bus commencent à se plaindre de la fin de leurs vacances. Taezan les reconnaît immédiatement. La fille bronzée est Mixin, qui se vante toujours de ses voyages. À côté d'elle se trouve Nazan, son amie qui est toujours jalouse de Mixin. Elle voit toutes les deux Taezan et sont surprises. Taezan les regarde aussi. Quand ses mères voient quelque chose de beau, leurs yeux s'illuminent. Elles fixent toutes Taezan parce qu'il est très beau. Taezan leur propose de tenir leurs sacs s'ils sont trop lourds. En effet, il n'y a pas de folie comme celle d'être folle des garçons. Elles lui remettent immédiatement leurs sacs. D'autres filles commencent à le remarquer aussi. Elles le trouvent familier et tout le monde essaie de savoir qui il est. Même les élèves masculins plus âgés sont curieux. Les filles plus âgées sont toutes éprises de son beau visage, mais aucune ne se souvient de qui il est. Ces lycéennes sont si naïves. Dans quelques années, elles courront sans vergogne après les beaux garçons. Le bus s'arrête à la prochaine station. Une autre fille monte dans le bus. Taezan la remarque. C'est la fille qu'il voulait le plus rencontrer, celle qu'il a toujours admirée de loin. C'est Lee Zezi, le premier amour de Taezan, celle qu'il adore secrètement. Tout le monde dans la classe est surpris par la transformation de Taezan. Il a l'air beau comme s'il revenait d'un voyage réfléchi. Quand il arrive à l'école, tous les souvenirs de sa rencontre avec son ancien amour se brisent soudainement. Taezan se souvient aussi avec tendresse de ses amis espiègles. Desain a toujours le nez qui coule à cause d'un rhume. Zhang s'est rasé la tête, déterminé à étudier, mais ses notes sont toujours médiocres. Yunshin perd déjà ses cheveux à un jeune âge. Zhozang ne fait que manger et ne montre aucun amour fraternel. Bonsuk se prétend toujours poète et fait semblant d'être riche. Quelqu'un demande si Taezan a secrètement pris le médicament de croissance de son père parce qu'il est si grand. Taezan plaisante en disant qu'il devrait arrêter de regarder du porno pour grandir. Desain dit qu'il n'abandonnerait jamais sa passion. Taezan le défie de se battre. Il commence à résoudre physiquement leur dispute. Taezan est si fort que Desain implore sa clémence. Il demande si Taezan va à la salle de sport parce qu'il est si fort. Étant un lycéen, Taezan entraîne naturellement son corps. Desain se demande si Taezan prévoit de faire de la compétition sportive. Taezan dit non. À l'extérieur de la classe, quelqu'un se plaint du bruit. Un garçon aux cheveux blancs portant des lunettes entre les gronde, leur demandant s'ils peuvent se taire. C'est Hong Sung-gun, et tout le monde a trop peur de répondre. Chaque environnement a ses brutes, ceux qui ne savent qu'opprimer les faibles. Sung-gun voit Taezan et est choqué. Il remarque que Taezan a grandi. Taezan ne supporte pas le rire moqueur de Sung-gun, car ce garçon malveillant lui a même causé une dépression dans le passé. Hong Sung-gun est un membre d'un gang de 3e ordre appelé les Scorpions et se comporte comme un caïd à l'école. Quand Taezan ne répond pas, Sung-gun l'insulte avec colère, lui demandant s'il sait parler. Taezan s'approche et se moque de lui pour être jaloux. Sung-gun n'arrive pas à croire que Taezan lui tienne tête. Toute la classe est choquée. Sung-gun se moque de Taezan, disant qu'il a dû regretter de ne pas s'être fait tabasser pendant son absence. Taezan se rend sarcastiquement, disant qu'il n'oserait pas manquer de respect à un chien. Non, quelqu'un de pire qu'un chien. Les camarades de classe sont incrédules. Ils demandent à Taezan s'il a reçu un coup sur la tête ou quelque chose comme ça. Taezan sent qu'il est temps de se venger, de riposter pour les passages à tabac brutaux qu'il a subis dans le passé. Sung-gun, furieux, lui dit de répéter ça.
Il semble que Taezan ait pris assez d'assurance pour lui répondre, le défiant de répéter ces mots. Taezan sourit naturellement, trouvant le garçon un peu mignon. Pour Sun Gun, la force physique est le pouvoir. Soudain, la porte s'ouvre en grand. Le surveillant entre et les réprimande pour leur comportement. Le professeur principal, s'attendant à une étude silencieuse, est surpris de les voir se lancer des regards noirs. Taezan explique qu'il plaisante juste après ne pas s'être vu pendant un moment. Sun Gun est furieux des singeries de Taezan devant lui. Le professeur appelle au calme, disant à la classe de se calmer et de disperser la foule. Les camarades de classe sont soulagés qu'ils puissent éviter les ennuis, espérant que Taezan ne dise rien de plus. Mais, de façon inattendue, Taezan défie Sun Gun de le retrouver à midi, en faisant même un clin d'œil, laissant entendre une confrontation. Sun Gun est furieux, se sentant dépassé par Taezan et jure de se venger. La classe proclame bruyamment sa détermination à obtenir de bons résultats aux examens d'entrée à l'université, comme des clients sur un marché animé. Il plaisante en disant que des notes plus élevées conduiront à de plus jolies épouses. Sun Gun, assis à l'arrière, ne cesse de fixer Taezan à l'avant. Pendant la première pause, tout le monde s'inquiète pour Taezan, car Sun Gun rassemble son gang à l'extérieur pour l'affronter. Pendant la deuxième pause, il demande à Taezan s'il a mangé quelque chose d'étrange pour agir si courageusement, lui rappelant qu'il est encore possible de s'échapper. À la troisième période, Taezan est toujours impassible, suscitant encore plus d'inquiétude chez ses camarades de classe. Ils ont trop peur d'aller déjeuner, craignant la confrontation avec Sun Gun. Ils en veulent à Taezan de les entraîner potentiellement dans les ennuis. La réputation redoutable de Sun Gun les intimide, et ils sont surpris par l'audace de Taezan. Taezan, impassible, leur dit d'arrêter de s'inquiéter autant. Il leur assure qu'il les soutiendra dans les moments difficiles. Finalement, Sun Gun arrive avec sa bande, tous grands et intimidants, comme s'ils étaient prêts à transformer Taezan et ses amis en sacs de frappe. Taezan leur dit de se calmer, se moquant des menaces de Sun Gun. Il ose les affronter, les surprenant par son audace. Taezan leur dit de se taire et de le suivre dehors, ne voulant pas se battre dans la salle de classe. Ses amis sont terrifiés, craignant pour leur sécurité. Taezan les invite à manger une pizza après, comme s'ils n'étaient pas affectés par la menace imminente. Sun Gun, sans plus attendre, appelle sa bande. Taezan, sous un ciel clair et des nuages blancs, sait qu'il doit régler cette situation une fois pour toutes. Il donne son téléphone à Dodong, semblant se préparer à quelque chose. Le groupe entoure l'équipe de Taezan, avec Dodong qui filme la scène. Sun Gun s'excuse auprès de sa bande pour le désagrément causé par Taezan et promet de les traiter après. Taezan posa une question à Sun Gun. Sun Gun se contenta de se plaindre, disant que cette situation était un gâchis et qu'elle ne pouvait pas être réparée. Taezan demanda pourquoi il harcelait toujours ceux qui aimaient la nourriture épicée avec lui. Ne sommes-nous pas censés être amis? La question semblait folle. Sun Gun avait de nombreuses raisons. Il détestait étudier avec ceux qu'il considérait comme inférieurs, méprisait ceux qui avaient la tête pleine de saleté, et haïssait le type qui n'avait que du quinchi pour le petit déjeuner. Il était dégoûté par les gens pauvres comme eux, disant qu'ils étaient une plaie pour les yeux. Taezan espérait toujours qu'ils pourraient être amis, affirmant que battre et extorquer de l'argent à des amis était mal. Il se demandait ce que le père de Sun Gun, un avocat éminent au conseil municipal, penserait du comportement de son fils. Taezan pensait que Sun Gun devait arrêter. Maintenant, Taezan allait évoquer la réputation du père de Sun Gun. Sun Gun dit à Taezan de s'occuper de ses affaires et de ne pas se soucier des affaires de sa famille. Le père de Sun Gun avait dit de piétiner les inférieurs, laissant entendre une éducation familiale problématique. Il s'avéra que ce type harcelait les autres en utilisant l'influence de son père. Même les fils du directeur et du bureau de gestion connaissaient le père de Sun Gun, et un peu d'argent pouvait arranger les choses. Taezan supplia Sun Gun d'épargner ses amis. Sun Gun refusa, insistant pour maintenir leur hiérarchie sociale perçue. Sun Gun suggéra également de leur donner une leçon pour qu'ils n'osent plus parler. Taezan plaida en faveur de ses amis, mais Sun Gun se moqua de lui, se demandant qui il se croyait pour faire de telles exigences. Taezan offrit de l'argent, disant que tout faisait partie de son plan. Sun Gun accepta de les laisser partir pour 1 million. Taezan remit l'argent durement gagné de ses parents, espérant que Sun Gun le dépenserait judicieusement.
Il plaida à nouveau pour ses amis. Sung-gun, voyant le montant, taquina Taezan sur sa soudaine richesse. Taezan continua à faire semblant, suppliant pour la clémence de ses amis. Sung-gun répondit par un rire moqueur et frappa même Taezan, le faisant saigner de la bouche. Taezan s'y attendait mais fit quand même semblant d'être blessé, continuant la comédie. Ses amis furent choqués et paniqués en le voyant blessé. Taezan essuya le sang et regarda Dodong. Dodong comprit et arrêta d'enregistrer sur son téléphone. Il était temps de renverser la situation. Taezan appela le groupe de Sung-gun. Il était prêt à les affronter. Taezan avertit Sung-gun que ce n'était pas fini. Sung-gun ne comprenait pas ce que Taezan prévoyait. Taezan se moqua de Sung-gun, disant que si ses ancêtres savaient comment il se comportait, ils seraient consternés. Sung-gun fut en colère, accusant Taezan de ne pas connaître sa place. Taezan rétorqua que les ancêtres de Sung-gun avaient dû commettre des actes terribles pour avoir un descendant comme lui. Le groupe de Sung-gun, suivant son exemple, se prépara à attaquer. Mais quand Taezan frappa le premier, le faisant voler, le groupe hésita, choqué par la force de Taezan. Taezan s'excusa, réalisant qu'il ne connaissait pas sa propre force. Ses amis furent également surpris. Sung-gun poussa son groupe à attaquer, mais Taezan était prêt, sachant qu'il ne faisait que se défendre. Sung-gun ordonna à son groupe de battre Taezan. Tehan les fixa intensément. Alors que le poing allait lui frapper le visage, il esquiva et frappa l'attaquant à la tête. Les uns après les autres, ils vinrent à lui avec des bâtons. Taezan recula, esquivant les bâtons qui lui étaient destinés. Il donna rapidement des coups de pied à la tête des deux attaquants de tête, les rendant étourdis. Ils commencèrent à le craindre. Celui qui s'approchait était frappé par Taezan, se cassant les dents. Sung-gun commença à hésiter. Taezan enfonça son genou dans un autre. Malgré la bravade de Sung-gun, qui poussait tout le monde à attaquer, celui qui s'approchait se retrouvait avec les dents et les mâchoires cassées. Taezan se battit plus férocement. Ils commencèrent à utiliser des barres d'acier contre lui, mais il cassa tous leurs bâtons. Sung-gun ne pouvait pas croire que c'était le même Taezan qu'il connaissait. Alors que Taezan cassait leurs bâtons, il leur conseilla de ne pas jouer avec des choses dangereuses. Le groupe était incrédule, incapable d'accepter que Taezan seul les dominait tous. Quand Taezan les força à s'agenouiller et à réfléchir, il se tourna vers Sung-gun. C'était au tour de Sung-gun maintenant. Même face à la défaite, Sung-gun insultait encore Taezan, jurant de ne pas le laisser tranquille. Il considérait Taezan comme un moins que rien. Taezan s'approcha de Sung-gun, qui le supplia de ne pas s'approcher. Taezan le gifla. Sung-gun ne pouvait pas croire à quel point Taezan était devenu effrayant. Taezan lui dit que c'était le résultat de ses propres actes, expérimentant ce qu'il avait fait aux autres. Sung-gun pensait que Taezan le laisserait tranquille, mais Taezan jura de ne jamais lui pardonner. Taezan lui montra son majeur, indiquant que les paroles de Sung-gun ne valaient rien pour lui. Alors que Sung-gun, défiant même dans la défaite, menaçait Taezan, il tenta de frapper Taezan. Taezan frappa le poing de Sung-gun directement. Les os de la main de Sung-gun se brisèrent, le faisant hurler de douleur. Ses doigts brisés, Sung-gun était dans une douleur insupportable. Il commença à se rouler, se faisant frapper, et jura de détruire la famille de Taezan. Taezan remarqua que Sung-gun n'en avait pas eu assez, comparant ses paroles à une célèbre réplique d'un futur film de guerre contre le mal. Sung-gun n'y comprenait rien. Taezan le frappa si fort que Sung-gun se mit à saigner. Les amis de Taezan commencèrent à le craindre, ne croyant pas ce dont il était capable. Le sang l'éclaboussa partout. Taezan battit Sung-gun au-delà de la reconnaissance. Taezan trouva dommage de s'arrêter maintenant et se demanda s'il devait continuer la mascarade. Il demanda à Dodong de lui apporter son téléphone. Tout le monde répondit promptement. Taezan composa le 113, appelant la police pour signaler une bagarre sanglante derrière l'école. Il y avait environ 20 blessés, nécessitant un appel au 119 pour les services d'urgence. Taezan jeta de l'huile sur le feu. À l'hôpital, l'un hurla à propos d'une main non fonctionnelle, et le chaos s'ensuivit. La salle d'urgence était remplie de patients bandés à cause des actions de Taezan. Dans la chambre VIP, Sung-gun fut diagnostiqué avec une période de récupération de 16 semaines, avec tous ses os et articulations de la main brisés.
Même après une opération réussie, il aurait du mal à bouger. Le père de Sung-gun exigea de savoir où était le coupable. Le marché voisin était confus. Le père de Sung-gun insista pour connaître l'emplacement de la personne responsable de l'état de son fils. Il était déterminé à le mettre en prison. Le propriétaire du marché mentionna que la police était déjà impliquée. L'élève qui avait causé cela était également blessé à la salle d'urgence.